Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la quatrième étape, enfin le débrief de cette étape du Tour du Pays Basque. Alors là, il est 17h26, j'enregistre, c'est 17h26, donc la course n'a pas encore repris. Mais bon, je pense que... Alors, je vais m'excuser auprès des six échappés. C'est-à-dire Robin Thompson, Louis Mentis, Mathieu Burgodeau, Michael Retegui, José Balopez, Mikael Albacek, mais bon, c'est pas forcément la priorité du soir, je pense. Leur victoire aujourd'hui sur cette étape. On va revenir bien entendu sur la grosse chute, ça sera la raison de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS, TikTok, YouTube, juste après l'arrivée, notamment sur le région Pays de la Loire Tour. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les chutes, notamment. Encore une fois, on ne parlera pas de la chicane d'Arenberg. La chicane d'Arenberg, ça sera lors de la présentation de Paris-Roubaix qui aura lieu demain. Demain dans l'après-midi, je pense vers 17h pour la mise en ligne. On parlera de Paris-Roubaix femmes et de Paris-Roubaix masculin. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Comme je le disais, donc pas un débrief classique, hein, on va pas revenir sur le résultat de cette course, encore une fois, car la course n'est pas finie, mais... Bon, encore une fois, le résultat, je pense, ce soir est secondaire par rapport à ce qui s'est passé. On était à une trentaine de kilomètres de l'arrivée dans une descente, une grande courbe une courbe assez serrée quand même sur la droite. Et Mathieu Burgodeau, déjà dans l'échappée, a fait un tout droit. Et puis quelques minutes après, 3 minutes après, quand le peloton est arrivé, eh bien là ça a été la débandade avec un Lidl Trek qui est tombé. Et puis après derrière ça a suivi du Remco Evenepoel, du Vingegaard, du Roglic. Du Jevine également qui sont tombés. Stef Kras également est tombé. Enfin voilà, ça a été vraiment la débandade avec beaucoup de coureurs. Je ne sais pas si j'ai la liste. Voilà, j'ai une liste là de 12 coureurs qui sont tombés. Donc j'ai Tesfation qui est le premier à être tombé, Roglic, Vingegaard, Evenepoel, Sean Quinn, Market Bellocchi, Jevine, Stef Kras. Sur cette grosse chute donc est arrivé à 36 km de l'arrivée précisément dans cette grande courbe et ensuite ça a eu des conséquences bien entendu. La course a été neutralisée même s'il a fallu un petit temps, presque 10 km avant de neutraliser la course et désormais donc il n'y a que les coureurs échappés qui vont se battre pour la victoire d'étape. Pour le reste, la course est neutralisée et on est en attente des... Comment dire, là on est en attente des ambulances qui sont en attente donc, pour faire repartir la course. On commence tout de suite donc par cette vidéo, par cette grosse chute. On va revenir sur certains points dans cette vidéo et puis on verra un petit peu les conséquences de cette chute pour la majorité des coureurs. Grosse chute, oui, encore une grosse chute. On s'aperçoit qu'on est dans une section qui n'était pas évidente en descente. Surtout, on peut se demander la question de la protection à cet endroit-là de la route. Un petit peu comme Gino Meder, où il n'y avait pas de protection au niveau du Perrier. On s'aperçoit que là, il n'y avait absolument pas de protection. On avait des grosses pierres. On avait également un fossé en ciment. Une sorte de canalisation comme ça, une sorte d'égout un peu en ciment. On peut se poser des questions. Est-ce qu'on n'aurait pas pu réfléchir
dans la sécurisation du parcours, à cet endroit-là, possibilité en cas de chute qui ait des grosses conséquences. Donc pourquoi pas mettre des matelas, mettre des protections au niveau de cet endroit-là. Peut-être réduire un petit peu la largeur de la route parce qu'on était sur une route qui était extrêmement large et en réduisant peut-être la largeur de la route de manière artificielle, eh bien ça aurait peut-être permis aux coureurs de se dire potentiellement il y a du danger, donc je vais peut-être ralentir. En leur indiquant peut-être aussi en amont la difficulté sur ce parcours, ça aurait peut-être pu avoir un intérêt. Mais pour moi, il fallait une protection au niveau de cette portion du fossé qui était en ciment. Pour moi, il fallait mettre des matelas. Et pour moi, il fallait dégager ces pierres. On a des grosses pierres, vous savez, comme il y a dans certaines entrées de maison ou parfois dans certains parkings pour éviter que les gens du voyage s'installent. Vous avez ces grosses pierres. C'est un peu ce principe-là. Et moi, je ne comprends pas comment, au niveau de la sécurité et de la sécurisation du parcours, on ne s'est pas dit à cet endroit-là, s'il y a chute, c'est un carnage. Parce qu'on voit notamment des coureurs, je pense à Bellocchi, pour moi c'est le EF, qui s'empale sur la pierre. Bellocchi s'est empalé sur la pierre. C'est soit Bellocchi, soit Sean Quinn. Moi je dirais plus Bellocchi, mais il y a un des deux EF. On voit un maillot EF, le mec s'est empalé dans la deuxième pierre, voilà, et arrêt buffet. Hein. Donc lui, il faudra voir aussi ce coureur de F s'il y a des grosses conséquences. Pourquoi Vingegaard et Aldo Rapé, tout simplement parce que c'est le ciment. Le ciment, c'est dévastateur à cet endroit-là et je pense que le choc a été terrible parce qu'il tape le ciment, à haute vitesse, donc ça fait vraiment arrêt buffet. C'est pas comme de l'herbe. Déjà sur Paris-Nice, les talus en cailloux, ça peut vraiment faire arrêt buffet. Mais là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir et aussi sur la sécurisation du parcours en amont du passage des coureurs. J'en avais parlé déjà avec Gino Meder. Parce qu'on voyait bien que le Perrier, eh bien, en cas de chute, ça pouvait être vraiment très dangereux. Il aurait peut-être fallu protéger cet endroit-là, réfléchir quand on conçoit le parcours en amont, à quelle zone il va falloir prioriser au niveau de la sécurité, ou potentiellement on peut se dire, tiens, il peut y avoir plus de danger qu'à un autre endroit. C'est ce qu'on fait notamment en rallye. Je pense en rallye automobile, il y a des endroits où les spectateurs n'ont pas le droit d'aller, car on considère qu'à cet endroit-là, ça va être trop dangereux. Il y a des endroits où on peut mettre parfois des protections, on peut parfois modifier, ne pas passer parfois à un endroit parce qu'on considère qu'on ne pourra pas sécuriser suffisamment. Ça n'évite pas le danger, ça n'évite pas le risque de blessure, mais ça peut enlever déjà un petit peu de danger potentiel. Après, il faut réfléchir à ce qu'un matelas, c'est pas dangereux aussi. Est-ce qu'un coureur qui tape un matelas ne peut pas revenir au milieu du peloton, ce qui peut être très dangereux? Ça, il faut réfléchir en amont. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser des méthodes comme des air fence, comme on voit en MotoGP, où on peut voir un petit peu en ski, ces protections un petit peu gonflables qui permettent d'amortir, on va dire, le choc du coureur et qui évitent un maximum que ce pilote de moto ou que ce skieur rebondisse. C'est peut-être des solutions, il va peut-être falloir, mais j'en parlais déjà l'année dernière avec la mort de Gino Meder, peut-être réfléchir aussi à regarder ce que font d'autres disciplines, je pense le ski, peut-être avec des filets de protection, peut-être pour éviter ces gros chocs. Parce que là, en termes de sécurité sur le parcours, à cet endroit-là, il n'y avait pas grand-chose. Il faut bien le dire. Et les pierres, c'était hyper dangereux. En plus, je pense que c'était... Je ne sais pas si c'était pas une entrée de maison ou une entrée d'un terrain d'une personne. Donc je pense que les pierres, on pouvait demander en amont à les dégager. Moi, je me souviens... Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je me souviens que pendant très longtemps, dans un village qui n'était pas très loin de chez moi, il faut savoir qu'à une époque, moi j'ai pas mal de fois eu Paris-Nice qui passait pas très loin de chez moi. Et il devait faire passer dans la ville à côté la course Paris-Nice. Il devait passer. Eh bien, Paris-Nice n'est pas passé, tout simplement, c'était il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, tout simplement parce qu'il y avait une maison il y avait un pan de mur qui menaçait de s'effondrer. Et comme il y avait un problème entre la mairie et les propriétaires du terrain qui ne voulaient pas sécuriser, c'était un peu en procès au tribunal, eh bien la course n'est pas passée dans ce village-là.
on a considéré que c'était trop dangereux. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à des moments en amont, que les organisateurs réfléchissent, si on ne peut pas sécuriser certains secteurs, eh bien de ne pas prendre certaines sections? Ça, c'est des questions quand même qu'on peut se poser, mais là je pense qu'en termes de sécurisation du parcours, il y avait un problème avec pas assez de protection, pas assez de protection, notamment, et puis les pierres n'avaient rien à foutre là, je suis désolé, mais ces pierres, il fallait les dégager. Il fallait les dégager. Si c'est pas les propriétaires du terrain qui le font, on le voit sur le Tour de France, pourquoi les équipes d'organisation ne pourraient pas dégager certains éléments potentiellement dangereux dans ce genre de cas? Je me dis que c'est... Voilà, ou sinon on ne fait pas passer la course à cet endroit-là. Je pense qu'il faut aussi se poser des questions. Deuxième potentielle raison sur beaucoup de chutes, sur les raisons de ces chutes, eh bien l'état des routes. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais bon, en France par exemple, l'état des routes est maintenant très mauvais. Je ne sais pas si vous avez vu la Fédération française des motards en colère, qui a fait une vidéo, on va dire pour Pâques, où ils remplissaient avec des œufs de Pâques des nids de poules qui croisaient sur leur route. On a en France un réseau routier qui n'est pas dans un bon état, mais c'est pas le seul pays. Et on voit qu'en Espagne, par exemple, le Tour de Catalogne, le réseau routier n'est pas exceptionnel en termes de qualité. On peut se poser des questions sur l'état des routes. Là, on voit bien que les coureurs tombent à peu près au même endroit, dans la même zone. Donc on voit, il y a cette sortie. Vous savez, ces pierres, je pense qu'il y a une sortie de terrain. Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de gravier à cet endroit-là? J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de gravier à cet endroit-là, sur l'extérieur du virage. Là, on voit cet endroit avec les pierres. Et puis, il y a un coureur qui a donné une indication, un coureur espagnol. C'est Mikel Biscara, qui connaît bien la région, coureur de Euskaltel-Euskadi, qui a dit, alors j'ai fait la traduction sur Google Trad, parce que ça a été relayé par Renaud Brimban sur Twitter, qui dit « Sur cette route, il y a beaucoup de racines d'arbres sous l'asphalte, ce qui rend la route très cabossée, cahoteuse. » Je ne sais pas si c'est un terme très français, le cahoteuse. On ne les voit pas au premier coup d'œil, mais sans s'en rendre compte, on rebondit, et si on n'a pas une bonne prise sur le guidon, c'est facile de voler. C'est la qualité du réseau routier, j'en parle beaucoup, notamment sur les étapes. Je vous en parle beaucoup sur les étapes le long de la mer, sur la manière dont on a de l'aménagement routier, où je vous dis souvent dans les stations balnéaires, notamment en Vendée, notamment dans le nord de la France, c'est assez dangereux. En Italie aussi, alors plus du côté de la mer Adriatique, on a aussi pas mal d'aménagements routiers sur certaines étapes où ça peut être dangereux. L'aménagement routier, la route, c'est le premier outil de travail des coureurs. Ils passent sur des routes. Si les routes ne sont pas en bon état, et on le voit de plus en plus en France, je pense qu'on n'est pas le seul pays dans ce cas-là à avoir des routes qui ne sont pas refaites régulièrement. Par exemple, moi les routes, j'habite en pleine campagne, les routes à côté de chez moi n'ont pas été refaites. Et puis, bon, quand la DDE, enfin qui ne s'appelle plus la DDE, décide de refaire, la direction départementale de l'équipement, ils ont la bonne idée de refaire les routes pile juste avant les moissons. Donc, quand les moissonneuses-batteuses, vous savez, ces grands véhicules qui doivent faire 40 tonnes, ils font le goudron juste avant. Ou ils mettent du calcaire. Ils ont une grande passion par chez moi, c'est de mettre du calcaire sur le bord des routes. Là, ils l'ont fait fin février. Donc après, il y a eu la pluie, donc le calcaire a disparu en 2 jours. Ou de reboucher les trous avec des gravillons. Aussi, ils ont une grande passion pour les gravillons par chez moi. Et souvent, ils le font avant, bien entendu, le passage des tracteurs. Donc, c'est toujours très drôle parce que ça ne fonctionne pas correctement. Et puis, parfois, ils refont toujours la même route. Dans le Cher, il faut savoir que la route entre Bourges et Sancerre, ils la refont tout le temps. Celle-là, elle est nickel. Vous pouvez la prendre sans aucun problème. Par contre, le réseau secondaire, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on voit l'état des routes en France. Par exemple, ça peut provoquer des chutes parce que quand vous prenez des nids de poules à 60 km/h, c'est un vrai problème. Alors on sait qu'avant le Tour de France, les routes sont refaites. Parce que il y a une route qui avait été refaite dans le Cher juste avant l'étape entre Vierzon et... Je sais plus c'était quel coin c'était pas le Creusot. Je sais plus c'était où arrivait l'étape. Ils avaient refait la route. Mais on sait que ça peut être très compliqué si l'état des routes n'est pas bon. Et là, on peut voir que ça peut engendrer des gros problèmes.
Autre chose qui m'a... donc voilà, je voulais parler de l'état de la route parce qu'on voit quand même que sur l'extérieur du virage, moi je pense qu'il y avait des gravillons, mais bon, c'est aussi aux organisateurs peut-être d'anticiper potentiellement qu'il y ait des gravillons, d'avoir une balayeuse pour nettoyer ces zones-là, ou d'indiquer aux coureurs, là aussi on peut se poser des questions là-dessus, d'indiquer aux coureurs. Parce que, est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme au Dakar ? Au Dakar, tous les matins, enfin tous les soirs, l'étape de la veille, c'est géré par ESSO, hein, au Dakar, en rallye raid, vous avez un briefing. C'est-à-dire que le directeur de course fait un briefing qui est ouvert à tous les pilotes de la course, où il indique les dangers majeurs de la journée. C'est-à-dire qu'il dit, là, à tel endroit, kilomètre 400 par exemple de la journée du Dakar, eh bien tiens, vous allez avoir une zone un petit peu défoncée, donc faites attention. Voilà, il y a des dunes cassantes, il y a, je sais pas moi, des cailloux. Il indique, on va dire, il indique pas précisément là où il faut passer, mais il dit la nature du terrain. Est-ce que sur des courses aujourd'hui, le briefing du directeur, est-ce qu'il ne faudrait pas un briefing du directeur de course la veille auprès des équipes? Une petite vidéo, ça pourrait se faire en zoom, où vous avez le directeur de course qui indique, il prend son roadbook, voilà, avec peut-être des indications que lui ont donné ses équipes qui ont peut-être commencé à préparer l'étape de demain, en lui disant, tiens, kilomètre 44, on s'est aperçu, il y a du gravier, donc faites attention à l'extérieur du virage. Peut-être un kilomètre un petit peu après, dire, tiens, à cet endroit-là, faites attention aussi, là on sait qu'il peut y avoir du danger. Parce que là, par exemple, le virage, est-ce que ça a été dit par le directeur de course qu'à cet endroit-là, précisément, la route n'était pas dans un très bon état à cause de ses racines et qu'il pouvait y avoir du gravier sur l'extérieur et des grosses pierres si vous sortiez directement de la route? Je ne suis pas sûr. Et c'est là où on peut se poser des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas modifier la manière de protéger les courses de cyclisme? Je ne suis pas sûr qu'une chicane soit une bonne idée. Encore une fois, on en parlera demain. Mais aussi la manière dont on fait le briefing des courses, dont on donne des informations. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas dire, tiens, à tel kilomètre, faites attention, il peut y avoir du danger, un peu comme sur le Dakar. Il y a des courses comme ça où on a des réunions avant le début de l'épreuve. On a une réunion par exemple, on aurait une petite réunion avant le début de l'étape. On a des étapes qui partent de plus en plus tard. On aurait une réunion de 15 minutes, 20 minutes avec par exemple qu'un coureur par équipe. On prendrait un responsable dans chaque équipe. On prend les 22 équipes et puis on donne les informations là. Et puis on peut discuter également au niveau sécurité entre le directeur de course et les coureurs, peut-être également avec certains managers, et avoir des réunions de ce type-là, comme on peut avoir dans d'autres disciplines. Ça pourrait être intéressant aussi, mais avoir un briefing du parcours par le directeur de course, un briefing détaillé, ça pourrait être intéressant au niveau sécuritaire. Encore une fois, là on parle d'un point de vue sécuritaire. On continue dans cette vidéo. Il y a un truc qui m'a énervé aujourd'hui, c'est la neutralisation. La chute arrive, kilomètre 38. Il a fallu attendre plus de 10 minutes avant qu'on neutralise l'étape, alors qu'on n'avait aucune ambulance qui ne pouvait passer, que la route était bloquée par les coureurs. Je ne comprends pas comment, du côté de la direction de course, on a mis autant de temps sur une épreuve World Tour à neutraliser la course. Je vais rappeler juste ce qu'on a vu sur la route Tourangelle, ce qu'on a vu sur Paris-Camembert, sur Cholet-Pays de la Loire. On est sur des épreuves Coupe de France, donc des épreuves qui sont quand même moins importantes, où on voit, encore une fois, les organisateurs se mobiliser beaucoup plus rapidement après la chute. Je crois que c'est même sur la route Tourangelle où ça a mis le plus de temps, mais on n'est pas sur 10 km sur la route Tourangelle. Allez, ça doit prendre moins de 5 minutes quand même, entre le moment où il y a la chute et le moment où on décide de neutraliser l'épreuve. On est sur des organisations qui sont beaucoup plus amateurs normalement que le Tour du Pays Basque. Pourquoi sur ce Tour du Pays Basque, la neutralisation a mis autant de temps? Imaginons que là, il y a une première chute. Voilà. Donc, première chute, on a vu à 38 km de l'arrivée. Imaginons 5 km plus loin, on a une deuxième chute grave. 5 km plus loin.
Comment on fait? Les ambulances, elles sont coincées dans un coin. C'est hyper dangereux. Imaginons que dans la suite de la descente, allez, on ait une deuxième chute. Voilà. Et avec un coureur qui sont inconscients sur le bord de la route. Comment on fait? Les ambulances, elles sont à 5 bornes plus haut. On ne peut pas intervenir rapidement. Le médecin de la course, il est 5 bornes avant. Comment on fait en cas de deuxième chute? Tout simplement parce que la prise de décision a été trop lente. Là, je trouve que du côté des organisateurs, on a pris un énorme risque de continuer à rouler pendant 10 km en ne sachant pas si on pouvait secourir le peloton en cas de problème. Comment vous faisait là, vraiment 3 km après, il y a une grosse chute, il y a un mec qui est en arrêt cardiaque. Comment on fait? Il n'y a plus d'ambulance. Et je pense pas qu'il y ait de défibrillateur dans la voiture du directeur de course. Dans la Skoda du directeur de course. Donc comment on fait dans ce genre de situation? Il faut que la prise de décision soit beaucoup plus rapide. Imaginons, c'est comme si en Formule 1, il y a un accident grave. Imaginons, voilà, l'accident de Romain Grosjean. Imaginons l'accident de Romain Grosjean. Donc, voilà, l'accident de Romain Grosjean à Bahreïn, vous vous souvenez, la voiture en feu, tout le bordel. On met 10 tours avant d'intervenir. Le mec, il a le temps de cramer quand même dans sa bagnole. Hein. Pourquoi en Formule 1, on évite aussi les gros problèmes? C'est parce qu'on a quand même des prises de décision qui sont rapides. Et encore, pas toujours suffisamment rapides. Mais ça ne met pas quand même quasiment un quart d'heure. Là, on a mis quasiment un quart d'heure avant de dire on neutralise. C'est super lent, la prise de décision. C'est beaucoup trop lent de la part de l'organisation. Mais bon, est-ce qu'on va engueuler l'organisateur de cette épreuve? Non. Parce que je sais comment ça va se passer du côté de l'UCI. On dira rien. Parce que depuis 15 ans, l'UCI a peur des organisateurs. Je vais me répéter encore, hein, mais en 2007, donc, il y avait l'ancêtre du World Tour, ça s'appelait le Pro Tour. Et puis, il va y avoir des soucis entre les organisateurs, notamment des grands tours, donc notamment RCS et ASO, et l'UCI, parce que l'UCI, à cette époque-là, imposait les équipes au départ. C'est-à-dire imposait que toutes les équipes du World Tour soient au départ d'une épreuve. Sauf qu'en World Tour, à l'époque, vous avez Astana. Astana, équipe de Vinokourov, voilà, équipe considérée comme dopée par les organisateurs du Tour de France, donc qui ne veulent pas de cette équipe. Du côté de RCS, il y avait aussi une équipe dont ils ne voulaient pas qu'elle participe. Je ne sais plus, c'était je crois une équipe espagnole. Ils ne voulaient pas qu'elle participe aux différentes épreuves. Bon, ASO, l'UCI décide d'aller contre les organisateurs, donc ils vont vraiment au clash. Sauf qu'à la fin, le Tour de France dit, d'accord, si on n'a pas le droit de choisir les équipes, on n'a pas le droit d'enlever les équipes que l'on veut à la participation d'une course, eh bien on décide qu'on ne saura plus, que les épreuves ASO ne seront plus organisées par l'UCI, mais organisées par la Fédération Française du Cyclisme. Ça a été jusqu'à un point où, sur Paris-Nice, on est allé complètement au clash, avec l'UCI qui disait aux équipes World Tour, si vous allez sur Paris-Nice, eh bien vous serez suspendu quasiment toute la saison et que vous n'aurez plus le droit de participer aux courses UCI ou courses World Tour. Et de l'autre côté, Paris-Nice qui disait, non, nous on ne retournera pas du côté de l'UCI, on reste du côté de la Ligue nationale du cyclisme, ça sera organisé par la Fédération française et la Ligue nationale de cyclisme. Au final, ASO et RCS ont gagné, le World Tour n'a repris que 2-3 ans après. Il y a eu vraiment une période où on n'avait plus vraiment de classement, on n'avait plus vraiment de compétition avec toutes les équipes du World Tour. C'était un peu le bordel pendant 2-3 ans. Et depuis, eh bien, on s'aperçoit que quand les organisateurs font des erreurs, ils ne sont jamais suspendus, ils ne sont jamais embêtés par l'UCI. Je pense au Tour de Turquie, par exemple, qui est une course qui est mais mal organisée, qui a été pendant un moment World Tour, qui a été pendant un moment Pro Series. On se souvient notamment de la chute de Nasser Bouhanni, mais chaque année, il y avait une énorme chute sur le Tour de Turquie. Et il y a l'année dernière, les problèmes sur le Tour de Romandie, où ça a été la fête du slip quand même, au niveau de l'organisation de cette épreuve en Suisse. Le problème, c'est que dans ce genre de cas, les organisateurs se font jamais taper sur les doigts. Alors, si vous avez une équipe de cyclistes qui provoque une chute, alors là, c'est suspension pendant 6 mois. Si vous avez un coureur, si en plus il est mal vu par l'UCI,
eh bien, il se prend une suspension pendant 6 mois. Par contre, quand c'est une erreur de la part des organisateurs qui provoque le fait qu'un coureur puisse pas courir pendant 6-7 mois ou soit obligé de prendre sa retraite comme Nasser Boigny, eh bien là, ça ne pose aucun problème à l'UCI. Il y a un moment, il faut que ça change. Il faut que les organisateurs, eh bien, quand vous avez des courses qui ne sont pas organisées correctement, eh bien, qu'elles se fassent, qu'elles aient des pénalités, qu'elles aient des amendes financières et puis des pénalités. C'est-à-dire, pourquoi pas une rétrogradation. C'est-à-dire qu'au lieu que cette course-là soit World Tour, qu'elle descende en Pro Series, si cette course est en Pro Series, qu'elle descende en 1-1, qu'elle descende en 1-2 si elle était en 1, qu'il y ait des rétrogradations sur certaines épreuves. Parce que forcément, si vous faites rétrograder parce que l'organisation n'est pas de bonne qualité, eh bien certaines équipes ne viendront plus sur cette épreuve-là, parce qu'elle n'apportera plus de points UCI. Je pense qu'il y a un moment, là la neutralisation, ça a pris beaucoup trop de temps, il faut que l'UCI le dise que ça a pris beaucoup trop de temps. Sauf que je sais déjà que l'UCI n'en parlera pas. L'UCI ne parlera pas à l'organisateur, comme d'habitude. Par contre, pour les échappés, le choix de décider de les faire courir pour la victoire d'étape, je pense que c'est une idée qui est quand même intéressante pour les coureurs échappés parce qu'ils ont été à l'avant pendant toute la journée et ça aurait été très compliqué dans ce genre de cas. C'est Karel Vachek qui est échappé avec Menties pour le moment. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout. Mais ça, je pense que c'est une bonne idée de les laisser se battre pour la victoire. Si la sécurité sur le parcours, bien entendu, est assurée, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ça aurait été cruel pour les échappés qui ont roulé pendant toute la journée, de leur dire non, comme il y a eu une chute dans le peloton, alors qu'ils sont responsables absolument pas de cette chute, on te dise non, tu peux pas te jouer la victoire d'étape. Là, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On va parler de la réalisation. Moi, je trouve qu'il y a eu un vrai problème avec la réalisation sur le moment de la chute. J'avais l'impression qu'on était comme en Formule 1 il y a 25 ans, quand on filmait des accidents, des gros crashs et qu'on montrait les replays 15 fois sans savoir si les coureurs étaient dans un état, étaient dans un bon état. Je trouve que la réalisation aurait dû montrer des paysages, aurait dû montrer les coureurs sur la neutralisation, les coureurs devant dans l'échappée, n'aurait pas dû montrer les coureurs, notamment je pense à Jevine, qui était complètement allongé, on avait l'impression qu'il était inconscient, enfin il ne bougeait plus, ne devait pas montrer ces images-là. Je suis pas sûr que c'était aussi une bonne idée de montrer 15 fois les images du dos râpé de Vingegaard. Je pense qu'au bout d'une fois on avait compris. Je trouve que la réalisation a mal fait son travail. Encore une fois, comme à l'époque de la Formule 1, certains ont comparé à la mort d'Ayrton Senna, mais oui, les images d'hélicoptère de la mort d'Ayrton Senna, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce Grand Prix de Saint-Marin ou ce Grand Prix ou les qualifications même avec la mort de Roland Ratzenberger. La mort de Roland Ratzenberger, on le voit tout de suite qu'il est mort sur le coup. C'est-à-dire tout de suite, vous avez la tête qui brinque-balle, donc tu vois tout de suite qu'il est mort. Parce que, voilà, qu'il est inconscient, mais tu te doutes bien que vu la situation, il est mort. Et on va vous remontrer le replay à plusieurs reprises où tu vois la tête la tonicité du corps n'est plus là, donc avec la tête qui brinque-balle dans tous les sens, surtout qu'à l'époque les F1 les pilotes étaient beaucoup moins protégés, donc les protections s'arrêtaient au niveau du coude à peu près, donc tu avais tout le haut du corps qui était vraiment pas du tout protégé, pas une coque en carbone, contrairement à aujourd'hui où tu vois moins ce phénomène là parce que le corps est beaucoup plus tenu. Et le jour de la mort d'Ayrton Senna, vous voyez la trachéotomie, quasiment d'hélicoptère, avec le sang qui coule. C'est-à-dire vous voyez les énormes traces de sang, et ça ira jusqu'à la neutralisation de l'épreuve, mais le redémarrage de l'épreuve, avec le podium à la fin, ça arrive jusqu'à ce phénomène-là. Ça a été très dur à vivre pour les pilotes sur place. Parce que, outre le fait qu'on perd un pilote comme Ayrton Senna, qu'on perd un des membres de cette famille de la Formule 1, il y avait eu toute la suite où on avait fait le champagne, où on avait fait toutes les cérémonies, ce genre de choses.
là, et la réalisation télé avait participé à ça, et ça avait été très compliqué pour Jean-Louis Moncey. On avait reproché ça à Jean-Louis Moncey, qui avait été défendu par pas mal de journaux qui avaient dit oui, mais on a des images, donc il faut commenter, et ils avaient essayé de meubler le maximum possible, mais il y avait des images de sang, donc ils étaient obligés de parler de ça. Je pense qu'il fallait montrer des images de paysages, des images enregistrées en amont, parce que en Formule 1, maintenant, on a une nouvelle stratégie, c'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas si le pilote est sorti de la voiture, on ne remonte pas de replay. C'est la règle. C'est-à-dire tant que le pilote n'est pas sorti de sa voiture, on ne remonte pas le replay. Mais souvent, il faut un grand drame pour qu'on adapte la réalisation télé. Je me rappelle en MotoGP, la mort de Marco Simoncelli. 3 minutes après le crash de Simoncelli, on te remonte les images où tu vois le pilote avec le casque qui tombe par terre et avec la visière qui part. Et on sait très bien en moto, quand la visière part, c'est que le crash est important, c'est que le choc est important. Et on le montre à plusieurs reprises qu'il se fait rouler dessus. Je ne sais plus si c'est par Rossi ou par Colin Edwards, à l'époque, qui roule dessus sur Simoncelli. Et vous voyez les images, mais ils vont les rediffuser au moins une dizaine, quinzaine de fois avant de se dire « Oh, peut-être c'est une mauvaise idée ». Bah là, on a fait la même chose du côté de la réalisation télé. Mais je me dis, là encore, on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Je parlais au niveau de la sécurité, au niveau de la réalisation. La Formule 1 ne le fait plus depuis des années, la MotoGP ne le fait plus non plus. En cas de gros choc, on attend que le pilote se relève, ou on attend en Formule 1 que le pilote sorte de sa voiture. Et je me souviens même pour Romain Grosjean, maintenant on ferait différemment. C'est-à-dire que Romain Grosjean, on a quand même montré les images du crash dès qu'il sort de la voiture, alors qu'on ne savait pas quel était totalement son état physique, on avait juste vu le pilote sortir de sa voiture. Et maintenant, même dans certains cas, on décide de limiter la rediffusion des images quand le choc est important. Là, ça n'a pas été le cas. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Encore une fois, ça peut choquer. Moi, ça ne me choque pas personnellement. Le fait de voir des images, voilà, de voir la chute, de voir ça. Mais je peux comprendre que ça choque des personnes. Ça peut choquer également un jeune public. Hein. Des courses de cyclisme, il est 17h30. Il était 17h, vous avez des coureurs, voilà, vous avez des personnes qui ont quitté l'école à 16h30 qui se disent tiens, je vais mettre Eurosport parce que je suis en CM2 et que j'adore le cyclisme. Et mettons sur ces images-là. Quelle va être leur réaction? Je ne sais vraiment pas. Et je comprends que ça puisse choquer certaines personnes. Pour moi, je pense qu'il faut mieux ne pas montrer les images quand on ne sait pas la situation physique des coureurs, et surtout ne pas montrer les images d'un Jevine inconscient ou qui ne bouge pas, d'un Vingegaard qui souffre, d'un Remco Evenepoel qui n'a pas l'air au top aussi physiquement. Il ne faut pas montrer ces images-là. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Les deux dernières parties de cette vidéo, pour conclure, même si ça va être encore, je pense, un gros quart d'heure, on va revenir sur le nombre de chutes et les raisons potentielles de cette hausse, enfin de ce grand nombre de chutes et de chutes importantes. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a beaucoup de chutes en ce moment. C'est vrai que on a eu... alors moi, j'ai connu des périodes où il y avait beaucoup de chutes. C'est vrai que je dirais qu'entre 2010 et 2015, ça s'était un peu calmé quand même sur les grosses chutes. Moi, j'avais connu la période où, notamment sur les premiers tours que j'avais suivis, je pense au début des années 2000, enfin sur la première moitié des années 2000, il y avait souvent des chutes, mais parce que les courses étaient très plates. C'est-à-dire quand on faisait une étape pour sprinter, c'était une étape toute plate, et qu'on avait quasiment une semaine de sprint. C'est-à-dire que les 10 premiers jours de course, c'était 2 contre la montre, que des sprints, quasiment. Alors, il y avait une étape pour baroudeur, c'était dans ces eaux-là. C'est vrai que ça a changé, on va dire, ça faisait quelque chose un peu particulier au niveau de la manière d'appréhender les courses. Aujourd'hui, c'est différent parce que on a maintenant des courses qui sont... entre 2010 et 2015, on avait moins de chutes. Là, on en a de nouveau beaucoup. C'est vrai que ça fait depuis 2-3 ans où c'est très nerveux dans les pelotons. Alors, on peut se demander la question des raisons de ces chutes. Moi, je pense qu'il y a une première raison, ce sont les compteurs. Il y a de plus en plus d'informations sur les compteurs. C'est-à-dire qu'avant, les compteurs, ils donnaient la vitesse, le rythme cardiaque.
Voilà, c'était à peu près dans les années 2000. Encore une fois, dans l'évolution du matériel, le compteur à l'époque de Lance Armstrong, bon, les données, il n'y avait pas la puissance, il n'y avait pas l'indication des virages sur le parcours, il y avait beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, les compteurs actuels sont bardés d'informations. Vous avez le rythme cardiaque, vous avez des alertes pour boire, vous avez les indications des virages, vous avez l'indication de la vitesse, vous avez l'indication de la puissance en watts, du rythme cardiaque, vous avez énormément de paramètres. Mais ce qui fait qu'on a une inondation d'informations, ce qui réduit vos capacités cognitives. Si on rajoute à ça l'oreillette, les deux ensemble, c'est très compliqué. Les capacités cognitives, c'est les capacités d'être attentive à ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez une voiture qui freine, vous freinez. Sauf que c'est plus compliqué, par exemple, de freiner. Bah tiens, si vous avez la radio, parce que peut-être que vous allez être distrait par la radio, ou vous allez être distrait par la personne à côté de vous qui décide, je ne sais pas, de parler de tel ou tel sujet qui vous embête. Déjà, ça fait une première distraction cognitive. Si vous êtes sur votre téléphone portable, et là, on le sait, ça arrive très souvent, téléphone portable, vous ne voyez pas la voiture qui freine devant parce que vous êtes en train d'écrire un SMS, bam, distraction connective. Le coureur cycliste en a de plus en plus. Avant, il n'y avait que l'oreillette, dans les années 2000. Et les directeurs sportifs donnaient, je pense, moins d'informations qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez les compteurs. Déjà, vous avez énormément d'informations sur le compteur. Donc ça, c'est déjà pas évident. Ensuite, vous avez l'oreillette. C'est vrai que ça, on en parle depuis 20 ans, l'oreillette, mais pour moi, sur la hausse des chutes depuis ces dernières années, on ne peut pas dire c'est l'oreillette. Pour une raison extrêmement simple, l'oreillette, elle existait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait moins de chutes. Il y avait moins de graves chutes. Donc, enfin, il me semble, hein, encore une fois, c'est un ressenti. Hein. Je n'ai pas des données factuelles, c'est un ressenti. Donc pour moi, l'oreillette, sur les derniers accidents, on ne peut pas dire que c'est la cause directe. Ça peut être une cause indirecte parce que entre les informations qu'il y a sur le compteur, plus les informations qu'on vous donne sur l'oreillette, ça peut être compliqué, mais la raison, c'est pas l'oreillette. La raison, c'est peut-être les directeurs sportifs qui donnent maintenant énormément d'informations par l'oreillette. C'est-à-dire que maintenant, comme ils ont Vélo Viewer dans la voiture, ils donnent 50 000 informations. Et c'est ce que disait Loïc Chetou, mais certains anciens coureurs que des fois ils disaient mais t'as juste envie qu'il ferme sa gueule, le mec dans la bagnole. Parce que t'es juste inondé d'informations. Et entre cette inondation d'informations du côté de l'oreille qui vous perturbe, cette inondation d'informations sur le compteur, les coureurs sont moins attentifs. Et comme les coureurs sont moins attentifs, en cas de trucs spectaculaires qui se passent sur la route, donc coureurs qui tombent, modification de l'adhérence du terrain, plein de petits paramètres, ils vont peut-être moins faire attention, être moins réactifs en cas de perturbation. Je pense aussi que les compteurs ont un phénomène qui est pas bon, c'est quand on peut rentrer les données GPS de la course. Ça, je pense que c'est une mauvaise idée, quand on rentre les données GPS de la course. Donc notamment les virages, les différents virages, la cartographie. Pourquoi ? Comme on connaît les virages à l'avance, on va freiner plus tard. On va décider de prendre les virages plus rapidement. Quand vous connaissiez pas les virages à l'avance, vous faites toujours un petit peu attention, vous avez toujours un petit peu d'appréhension, parce que vous ne savez pas quel virage vous allez avoir après. Vous savez, il y a une règle du côté de la sécurité routière, on le dit assez souvent, les accidents de la route, les plus récurrents et les plus importants, c'est à 5 km de chez vous. C'est les routes que vous connaissez tout le temps. Pourquoi ? Parce que sur les routes que l'on connaît, on connaît les virages à l'avance, donc on fait moins attention. Et parfois on prend plus de risques, parce qu'on se dit « je connais ce passage-là, donc je sais que je peux passer à fond ». Et puis un jour vous passez trop vite, et puis bam, c'est l'accident. Et je pense qu'il y a ce phénomène-là dans les compteurs, c'est-à-dire qu'on sait le virage à l'avance. C'est comme si vous aviez un copilote. Sur une route que vous ne connaissez pas, quand vous avez un copilote, c'est quand même un avantage. Et oui, qui vous dit tiens, fais gaffe, là c'est un petit peu dangereux. Donc comme là il vient de te dire que c'est un petit peu dangereux, tu passes plus vite.
Alors que là, il te dit, oh, bah là, fais pas attention à l'intersection, toi, t'es prioritaire, c'est un stop. Alors peut-être que si tu étais en train de conduire, bah, tu te serais méfié parce que tu te dis, ah, c'est peut-être une priorité à droite, et puis que la ligne blanche était un petit peu effacée du stop, et puis tu aurais vu au dernier moment que c'était un stop, là, t'aurais fait. Voilà, t'aurais dit, bon, bah là, je pouvais passer, mais t'aurais fait plus attention. Quand tu connais le parcours à l'avance, je pense que tu ne fais pas suffisamment attention. Et là, je pense que les compteurs ont un rôle dans ces derniers incidents, comme les directeurs sportifs. Pour moi, la raison, c'est pas l'oreillette. Pour moi, ce sont les directeurs sportifs qui donnent trop d'informations et les compteurs. Les compteurs qui sont maintenant bardés d'informations et le mélange des deux fait qu'il y a une saturation cognitive en course. Et une saturation cognitive, c'est pas bon pour être attentif. C'est pas une bonne nouvelle. Deuxième chose, le matériel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces problèmes déjà au niveau des chutes, au niveau des compteurs, par exemple? Moi, je pense qu'il pourrait être intéressant, c'est de dire, eh bien, soit on décide que, mais ça sera un problème en termes de sponsoring, que toutes les équipes doivent se fournir chez un fabricant de compteurs unique, c'est-à-dire, ça pourrait être une possibilité. Autre possibilité, que les compteurs utilisés par les coureurs, par exemple, ne puissent pas donner toutes les informations. Par exemple, qu'on décide que les watts, par exemple, on décide qu'en course, on n'a pas le droit d'avoir les watts, sauf sur les contre-la-montre. Et on décide qu'on ne peut pas avoir l'indication du cas parcours, peut-être, sauf en contre-la-montre. Ça pourrait être intéressant de tester ça, de dire, on crée des blocages sur les compteurs. On crée des modes course sur les compteurs. Vous savez, il y a bien les calculatrices au bac qui ont des modes bac, où vous avez une calculatrice qui est un peu brouillée. Moi, c'est passé juste après que moi j'ai passé le bac. Mais vous avez cette possibilité-là. Je sais plus, non, moi j'ai eu les modes bac. Je sais plus si j'avais les modes bac ou pas les modes bac, je ne sais plus. Sur les calculatrices, je sais plus si... je sais plus, j'ai plus le souvenir. Donc on pourrait faire ce genre de choses. Et puis du côté des oreillettes, mettre que radio course dans les oreillettes, ça pourrait être une idée. Moi, je pense qu'il faut diminuer, encore une fois, ces perturbations, ce trop d'informations qui nuit, je pense, à l'attention des coureurs. Après, sur les oreillettes, oui, peut-être interdire l'oreillette, mais je pense que même en interdisant l'oreillette, c'est pas la seule raison des chutes. Je pense que si tu gardes autant d'informations sur les compteurs, ça sera un problème. On les voit maintenant, les coureurs sont totalement la tête sur leur compteur, un peu à la Chris Froome. Avant, il n'y avait que Chris Froome qui faisait ça. Maintenant, tous les coureurs sont un peu la tête concentrée sur leur compteur parce que c'est quasiment toutes les infos. Donc, ça serait peut-être intéressant de faire autrement. On parle maintenant du matériel, autre que le matériel de transmission d'informations. Du côté du matériel, on a fait des grosses révolutions dans le cyclisme ces dernières années. Les vélos sont beaucoup plus aéros qu'il y a 15 ou 20 ans. J'en parle assez souvent. Les vélos sont plus rapides. Alors, malgré tout, pour moi, la différence de vitesse entre les vélos actuels et les vélos d'avant, allez, c'est peut-être 0,5 km/h, 0,6 km/h. Pour moi, c'est pas sur le vélo, c'est pas sur le cadre, sur les développements qu'on a fait des progrès et ça se passe différemment. Parce que les gains c'est plus des gains en watts qu'en vitesse. Voilà, c'est plus des gains en watts pour pouvoir mettre une cartouche en fin d'étape plus importante parce que vous êtes moins fatigué avant. C'est plus là. Non, par contre, les deux grosses évolutions de ces dernières années, c'est les freins à disque. Et le problème du frein à disque, c'est quand vous voulez freiner fort, le frein à disque, la roue se bloque. On s'aperçoit quand même, là sur les dernières chutes en descente, sur les chutes de Remco Evenepoel, même sur les chutes d'avant, c'est des chutes de l'avant. On perd l'avant. Pour moi, il y a deux raisons. Soit c'est les freins, c'est-à-dire qu'on met du frein et on bloque la roue, ce qui peut être une possibilité. Parce que les freins à disque, encore une fois, c'est un freinage qui est moins souple qu'avec des patins. C'est un freinage qui est un peu plus violent et que les coureurs n'ont peut-être pas la maîtrise encore de ce freinage qui est plus violent.
Et puis les pneus. On a des grosses évolutions sur les pneus. On est passé maintenant sur des sections quasiment de 30 mm, 28, allez, on va dire 26, 28, mais on est parfois sur du 30 mm, c'est-à-dire 3 cm de largeur. Voilà. C'est-à-dire qu'on est passé de sections en boyau où on faisait du 22 à 28-30. On a gagné quasiment un tiers de taille de pneu. Un tiers de taille de pneu, ça veut dire que les pneus ont plus d'adhérence. Parce que plus le pneu est large, plus il procure de l'adhérence. Ça veut dire qu'en descente, plus vous avez d'adhérence, plus vous pouvez passer vite. Sauf que le problème, c'est que plus vous passez vite, moins vous avez de sensations sur quand l'adhérence part. Et quand l'adhérence part et que vous êtes sur une section de 22 mm comme ça, bah vous faites toujours gaffe parce que vous avez peu de largeur de pneu. Vous vous dites 22, oui, je fais gaffe tout le temps. Par contre, quand vous êtes sur des sections de 30, bah vous dites j'ai de l'adhérence tout le temps. J'ai tout le temps de l'adhérence. Et donc vous prenez les virages plus forts. Sauf que bah, le pneu, au bout d'un moment, il a des limites techniques. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer à un pneu de Formule 1, au bout d'un moment, bah, l'adhérence, elle atteint ses limites. L'adhérence, c'est la capacité de déformation du pneu. Donc au niveau des pneus, c'est peut-être là où est le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des pneus de plus en plus larges, donc on a l'impression qu'on peut passer de plus en plus vite en descente, sauf que quand on perd l'adhérence, eh bien, le pneu, bah, il atteint ses limites au bout d'un moment, et on n'a plus le sentiment d'avoir des limites avec le pneu. Parce qu'on a peut-être tellement confiance dans son vélo, dans l'adhérence de son vélo, qu'on a du mal à sentir quand la perte d'adhérence arrive. C'est assez particulier. C'est avec le fait d'avoir plus d'adhérence, on ne sent plus quand on a la rupture d'adhérence. C'est ce qu'avait raconté un petit peu l'année dernière Pecco Bagnaia, donc le champion du monde MotoGP, qui avait eu quelques crashs en début de saison, et notamment je me souviens à Austin où il l'avait raconté, il l'avait mal dit à l'époque, mais il avait raconté grosso modo, sa moto elle était très très bien, mais qu'il n'arrivait pas à sentir avec sa moto quand il avait plus l'adhérence ou quand il avait encore l'adhérence. C'est-à-dire cette capacité où tu peux encore attaquer et cette capacité où tu ne peux plus attaquer. Et il avait dit, c'est pour ça que je me crache, parce que j'ai l'impression que je peux encore attaquer, et puis en finale, je ne peux pas attaquer, enfin j'arrive aux limites de l'adhérence du pneu. Est-ce que c'est pas le problème aujourd'hui avec du matériel actuellement? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est dû au frein? On croit qu'on va freiner tellement fort que on décide de freiner le plus tard possible. Est-ce que ce sont les pneus? Est-ce que c'est la pression des pneus également? Qu'on utiliserait des pressions de pneus qui seraient peut-être un peu limites, un peu trop importantes, et que ça pourrait créer des problèmes, qu'on respecterait peut-être pas certaines préconisations des constructeurs. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. On peut aussi voir que sur la hausse des chutes, je pense sur les chutes en peloton, quand on a des sprints, il y a une raison toute bête également. Les coureurs eux-mêmes, les coureurs qui font moins attention. Vous savez, le nombre de fois où Steve Chenel râle, souvent il râle, et je suis assez d'accord avec lui. Par exemple, là, sur le Grand Prix de l'Escaut, vous avez Caden Grove, à 3 bornes de l'arrivée, il regarde comme ça. Et comme ça. C'est pas possible. Mais je crois très clairement que ça, on en avait parlé un petit peu, mais c'est dans la société en général. On ne fait plus forcément attention à l'autre. On s'en fout un petit peu de l'autre. On vit sa vie. L'autre, après, c'est plus une priorité. On vit plus forcément totalement en communauté. Or, un peloton, c'est quoi? C'est plein de personnes qui ont parfois des intérêts différents, mais c'est une communauté qui doit essayer de vivre ensemble pour s'en sortir. Le problème, c'est quand la communauté est défaillante, quand vous avez des personnes qui préfèrent l'individualité, donc de défendre leur personne, de se regarder un petit peu le nombril plutôt que de penser aux autres, eh bien la communauté ne peut plus être efficace. Et dans le cas des coureurs, je pense que beaucoup de coureurs aujourd'hui s'en foutent des autres, mais vraiment. Ils pensent à leur gueule, ils pensent à leur contrat, mais provoquer une chute, ça les emmerde pas beaucoup. Et je pense que c'est pour ça qu'on a une hausse des chutes sur les phases de sprint, parce que vous avez des coureurs qui ont des comportements dans les sprints. Je pense notamment aux poissons pilotes qui décident de rester en plein milieu du peloton et aux coureurs qui ne font pas gaffe. Alors les poissons pilotes, moi je vous ai déjà dit, vous savez, ma position, c'est qu'il faudrait, pour moi, il faut vraiment qu'ils s'écartent
et que s'ils provoquent une chute, les poissons pilotes, eh bien, il faudrait sanctionner au niveau des points UCI, c'est-à-dire pourquoi pas, enfin sanctionner l'équipe, pour moi, pourquoi pas avoir une sanction qui soit en adéquation avec la victoire de l'étape, c'est-à-dire supprimer les victoires du leader, enfin supprimer les points UCI que peut apporter le leader en les mettant en pénalité, ça pourrait être une option. Mais les coureurs font de moins en moins attention entre eux. Je pense qu'il y a un côté, il faut rappeler la responsabilité qu'a chacun des coureurs sur les sprints. Là, sur la chute aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que sur la chute du jour, bon, les autres coureurs pouvaient pas vraiment faire autrement. C'est-à-dire que ça s'est un peu enfoncé les uns derrière les autres. Est-ce qu'il n'y a pas des produits également qui posent problème Maël Guégan parlait de la caféine, c'est vrai. Vous avez beaucoup de coureurs aujourd'hui qui prennent de la caféine. Produit excitant, la caféine. Produit excitant, donc pas forcément l'idéal. Est-ce qu'il y a des produits qu'on ne connaît pas aujourd'hui dans certaines équipes qui ont des effets sur les réflexes des coureurs ou sur peut-être un sentiment d'invincibilité du coureur qui modifierait certains aspects psychiques des coureurs? C'est des questions qu'on peut se poser. On parle de certains produits. Bon, voilà, la caféine, encore une fois, c'est un excitant. On parlait du tramadol, par exemple. Je vous en avais parlé, moi, au moment d'Alex Baudin. Je vous avais dit, le tramadol, moi, je ne comprends pas comment des mecs dans un peloton peuvent prendre du tramadol, parce que le tramadol, c'est vraiment un truc qui fait dormir. C'est un produit qui est assez costaud. Donc, est-ce qu'il y a des produits de ce type-là qui sont pris par les coureurs à haute dose, qui ne seraient peut-être pas contrôlés suffisamment par les entreprises de dopage et qui auraient des conséquences? C'est Louis Mentis qui vient de s'imposer devant Thompson et Vachek. Voilà, si vous voulez le résultat de l'étape du jour. Burgodo fait 5. Mais ça peut avoir des conséquences. Voilà. Certains produits, on parle des cétones, par exemple. Là, j'avais oublié le nom de ce produit. Est-ce que les cétones ne modifient pas, par exemple, la perception de la réalité que peut avoir tel ou tel coureur? Créer un sentiment où on se croit invincible, on se croit foufou. Est-ce que les cétones, ça ne modifie pas le comportement des coureurs? Est-ce que certains produits dopants qui traînent peut-être dans le peloton ne modifient pas cet aspect-là des coureurs? Ce qui provoquerait des chutes, parce que quand vous croyez invincible, vous croyez invincible, vous passez les virages à fond. Hein? Oui, parce que vous dites, il peut rien m'arriver, je suis Dieu. Et ça a des conséquences qui sont terribles. On sait que, par exemple, je pense à la testostérone, ça modifie le comportement des gens. Donc, est-ce que vous n'avez pas des produits qui modifient des données physiologiques des coureurs et qui pourraient avoir des conséquences sur leur relation avec la réalité? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et puis, j'ai envie de dire une dernière raison, c'est parfois il y a une sorte de loi des séries aussi. Alors, je vais m'expliquer sur la loi des séries. Oui, parfois, on a une accumulation de chutes sur une courte période. Mais en fait, la loi des séries, elle a souvent une raison. La loi des séries, elle n'est pas inexpliquée, c'est pas un truc, une coïncidence, un truc venu du ciel. Pourquoi il y a une sorte de loi des séries? Parce que je me dis, il y a des coureurs dans le peloton, tout le monde, vous avez des coureurs qui regardent les autres courses de cyclisme. Donc il y a des coureurs français qui ont vu des chutes sur la route Tourangelle. Ça fait depuis, les 2 jours avant, il y a eu des grosses chutes. Certains ont vu la chute de Roglic, certains ont vu la chute du sprint. Et donc, comme tu as vu d'autres chutes, tu vas peut-être avoir un peu plus d'appréhension. Donc tu vas peut-être appuyer un peu plus vite sur les freins, ce qui n'est pas top parce que tu vas avoir un peu peur. Donc tu vas faire prendre des risques à tes adversaires, ou avec ta peur, tu vas créer des mouvements de course, tu vas moins frotter, tu vas avoir tellement peur dans le peloton que tu vas en fait créer des chutes à cause de ta peur. Et c'est peut-être le cas de certains coureurs aujourd'hui dans le peloton qui ont une appréhension en ce moment
Et ce qui provoque, on va dire, un petit peu cette loi des séries, mais cette loi des séries serait provoquée par une peur de certains coureurs de tomber en se disant bah, je suis pas là pour mourir sur un vélo et qui prennent donc moins de risques, mais en prenant moins de risques, en fait, ils provoquent des risques aux autres coureurs du peloton. Donc, ça serait peut-être ça une des raisons également de ces nombreuses chutes. Grosses conséquences. Bah oui, parce que cette chute, elle va avoir des grosses conséquences. Déjà, on peut le dire, Remco, il y a de grandes chances que ça soit une clavicule. Donc déjà, ça, c'est fait, c'est dit. Remco Evenepoel, c'est forcément une clavicule. Si on reprend les autres coureurs qui sont atteints sur la chute, Vingegaard, c'est grave. C'est grave. C'est pas une blessure qui va se résoudre en 2 semaines. Vingegaard. Donc déjà, on peut se dire que Vingegaard, je sais pas quel était son programme jusqu'à la fin de la semaine, mais là déjà, bon, c'est un peu mort. Roglic, s'il avait décidé de faire les classiques de printemps, faudra voir. Après, du côté de Roglic, je pense qu'il a plutôt arrêté parce qu'il était peut-être un peu choqué et énervé par les précédentes chutes. Il avait l'air de boitiller un petit peu, mais ça avait pas l'air d'être trop grave. Il a montré le pouce en l'air. Du côté de Vingegaard, on peut se dire, c'est une chute importante. Il y aura des conséquences. Jevine, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à le voir sur les 3 prochains mois de Jevine. Voilà, je pense qu'on peut déjà le dire. Vingegaard, sur les 2 prochains mois, ça va peut-être être compliqué aussi. 2 prochains mois, ça nous emmène en juin. Juin, on n'est qu'à 1 mois du départ du Tour de France. Donc ça va peut-être être compliqué. Remco Evenepoel, c'est une clavicule. Clavicule, c'est entre 4 et 6 semaines. Donc pour les classiques ardennaises, ça semble quand même extrêmement compliqué. Ce qui modifie quand même la situation du côté de la Soudal Quick-Step, parce que pour 2 raisons. Déjà parce que ça te modifie ta stratégie. Soit c'est Julien Alaphilippe qui va avoir le rôle de leader, soit ça va être Vervaeke. Parce que c'est en ce moment les 2 meilleurs punchers. T'as Van Wilder aussi. Mais bon, Van Wilder depuis le début de saison, moi je le trouve un petit peu décevant. Pourquoi pas Landa ? Mais est-ce que c'était prévu au départ que Landa aille sur ces courses-là ? Je ne sais pas. Donc ça modifie totalement ta stratégie, que ça soit sur ton Tour du Pays Basque, mais également sur tes classiques ardennaises. Et quand Tonton Pat nous disait « Oh bah tout le monde, personne nous reprochera notre saison de classique parce qu'on en gagnera une quasiment », enfin parce que dès qu'on en gagnera une sur les Ardennaises, tout le monde aura oublié notre mauvaise saison sur les Flandriennes. Alors déjà, j'étais pas en accord avec lui, parce que pour moi, les supporters flandriens, ils s'en tapent d'avoir une victoire à Liège-Bastogne-Liège. Je pense, eux, ce qu'ils veulent, c'est une victoire au Tour des Flandres. Deuxièmement, là, t'es plus du tout assuré d'avoir une victoire sur les Ardennaises. T'es plus du tout assuré. Et alors là, comment tu fais ? Au niveau relationnel avec tes supporters, ça peut être compliqué. Bon, du côté de Markel Bellocchi, là, faut voir, hein, parce que du côté de Markel Bellocchi, c'est un jeune coureur. Ça peut avoir des conséquences sur le long terme, une grosse chute. Au niveau mental, mais aussi au niveau physique. Ça peut vraiment ralentir la progression du jeune coureur espagnol. Surtout que dans la famille Bellocchi, on a déjà eu le père qui avait été sacrément touché par l'étape de Gap. Il n'est jamais vraiment revenu après cette chute en 2003. Il n'a jamais réussi à reprendre véritablement un bon niveau. Jevine, on peut avoir peur, parce que Jevine, c'est une grosse chute. Stef Kras, alors moi, je l'ai un peu vu dans le peloton, au moment de la chute, mais j'ai pas trop vu les conséquences. Mais Stef Kras, pour Total Energy, déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup de points, Total Energy, Stef Kras, ça peut t'en apporter quelques-uns. Et lui, ça fait quand même depuis 2 ans qu'il accumule les chutes. Alors souvent par pas de chance, il faut le dire. Alors, vous savez que moi, je suis pas vraiment un défenseur de la malchance. Je dis souvent, il faut provoquer la chance. C'est-à-dire que souvent, il y a des conséquences. Je suis pas très sur l'esprit divin, mais lui, il a vraiment pas de cul en ce moment, Stef Kras. Et oui, Jevine, Vingegaard, va falloir voir. Je pense que c'est les 2 plus durement touchés. Jevine, j'ai peur que d'ici juillet, août, on le revoit pas. Et Vingegaard, oui, est-ce qu'en 2 mois il peut revenir ? Ça, c'est la grande question. Et ça changerait totalement la stratégie de la Visma Lease Bike pour le prochain Tour de France. Parce que pour le moment, c'était Vingegaard leader, Sepp Kuss
qui était son numéro 2, qui était son lieutenant. Et je pense que sur la manière de faire les états de forme, on avait prévu que Selkos arrive en forme plus tard, et c'est pour ça qu'il n'était pas très performant jusqu'à maintenant. Sauf que si Vingegaard n'est plus là pour la Visma Bike, t'es obligé de mettre Selkos leader, et ça peut vraiment changer totalement la physionomie de cette saison, cette chute, comme la chute à travers la Flandre a changé la physionomie des classiques flandriennes. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maec Production. Ciao, ciao!